Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Lutter contre le harcèlement, une des grandes causes décrétées par le Premier ministre Gabriel Attal lors de son passage rue de Grenelle. Alors comment combattre le fléau du harcèlement? On en parle dans quelques minutes avec notre invité. Petit frère, la série littéraire de Yannick Messager sera au cœur de notre bon point du jour. Ce sera en seconde partie d'émission. Enfin, vous retrouverez Guillaume Buan pour l'agenda cette semaine au menu ou ce week-end. Arts martiaux, célébration des Jeux Olympiques. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter, la mobilisation pro-palestinienne se poursuit dans l'enceinte de Sciences Po Paris. Kéfié sur la tête, drapeau palestinien accroché aux balustrades et des slogans en faveur de la lutte palestinienne. Des dizaines d'étudiants ont passé la nuit dans le bâtiment historique de l'école, bloquant au passage l'entrée principale. À l'initiative, le comité Palestine Sciences Po. Écoutez leurs revendications au micro d'Europe 1. La condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po, l'investigation de toutes les institutions ou entités suspectées de participer à perpétrer l'oppression systémique du peuple palestinien, menant à la fin des collaborations en cas de complicité avérée. Un blocage qui impacte plusieurs milliers d'étudiants et ce à une semaine du début des partiels. Réaction justement d'un des étudiants devant l'établissement. Les étudiants de Sciences Po subissent ces blocages. On arrive sur une période de partiel où on souhaite travailler tranquillement dans les bibliothèques, dans les espaces de travail. Et aujourd'hui, ces étudiants nous empêchent de travailler tranquillement et d'être sereins avant ces partiels. Alors, chez nos confrères de BFM TV, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a exprimé son désaccord quant aux méthodes employées. Ce n'est pas le cadre d'un débat apaisé. Les lignes rouges sont franchies, a-t-elle déclaré, par la voie d'ailleurs d'un communiqué. Sciences Po a réagi et condamne fermement ces actions étudiantes qui empêchent le bon fonctionnement de l'institution et pénalisent les étudiants, les enseignants et les salariés. À noter que des phénomènes similaires sont en cours dans les universités américaines. Et nous en avons d'ailleurs parlé ici même sur cette antenne cette semaine. À la une également, Gérald Darmanin favorable au couvre-feu pour les mineurs. Une position qui ne faisait pas tellement de doute, puisque c'est lui qui l'a mis en place à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, la semaine dernière. Une décision similaire là aussi à Béziers, à Nice ou encore à Penn-Mirabeau. Je les soutiens, a lancé le ministre de l'Intérieur qui, au passage, n'a pas mâché ses mots. Écoutez. D'abord, je voudrais dire qu'il n'est pas normal que des enfants, des adolescents, des mineurs soient dans la rue à minuit, 1h, 2h du matin. Ils doivent être chez eux, ils doivent dormir et ils doivent aller le lendemain à l'école. Donc d'abord, lorsqu'il y a ce genre de choses, c'était le cas en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre où je me suis rendu, je suis favorable au couvre-feu qui touche les mineurs. Les mineurs, ça doit être chez eux, chez leurs parents. Et les maires qui ont la compétence pour prendre des arrêtés, en effet comme l'État, pour empêcher ces mineurs d'être dehors, notamment les moins de 13 ans, je les soutiens et les préfets de la République les soutiendront. Il faut évidemment que le tribunal administratif, s'il est saisi, puisse voir qu'il n'y ait pas d'excès de pouvoir. J'ai entendu ce que disait le maire de Béziers. Moi, je veux dire que je soutiens ces initiatives, même si évidemment ce n'est pas à l'État de se substituer à tous les territoires et à toutes les communes. À Cachan, dans les Hauts-de-Seine, une école a été utilisée comme point de deal pendant les vacances de Pâques. Oui, le groupe scolaire de la Plaine a été occupé notamment par des trafiquants de drogue qui se sont postés dans la cour de récréation. En une semaine, une vingtaine de personnes sont venues dans l'enceinte pour y acheter tout simplement de la drogue. Les policiers ont interpellé 2 clients, un vendeur. Ce dernier a notamment été placé en garde à vue. Il devrait d'ailleurs être jugé en septembre prochain. Notez que la municipalité de Cachan va déposer plainte. 2 jours après l'agression d'une enseignante dans un collège de Toulouse par un élève, une nouvelle affaire vient secouer un établissement parisien. Selon les informations de nos confrères de Europe 1, 2 adolescents ont notamment été exclus du collège François Villon dans le 14e arrondissement de la capitale après avoir menacé de mort une enseignante et mimé des signes d'égorgement en pleine classe. Une décision qui a été prise donc de les exclure à l'issue d'un conseil de discipline convoqué par le chef d'établissement. Une plainte a également été déposée par l'enseignante qui a été menacée. Un mot des prochains groupes de niveau au collège. L'UNSA Éducation a déposé un recours devant le Conseil d'État. Et dans son communiqué, le syndicat dit contester la légalité de l'arrêté instituant des groupes de niveau à partir de la rentrée prochaine. Un référé a également été déposé pour demander la suspension immédiate de cet arrêté. L'UNSA déplore également un manque de concertation de la part du gouvernement et assure que ce plan de choc des savoirs a été annoncé sans avoir au préalable été discuté ni même présenté aux représentants du personnel et aux acteurs de
terrain. Mi-mars, rappelons que le texte qui prévoit la création de ces groupes de niveau d'ici septembre, des groupes en mathématiques et en français pour les élèves de 6e et de 5e, a été publié et donc officiellement au journal officiel. Merci Guillaume. Président de Urgence Harcèlement, Elian Potier, 21 ans, est une des figures de la lutte anti-harcèlement, un fléau qu'il connaît trop lui-même et contre lequel il ne cesse de mettre en place des mesures et d'interpeller. On en parle avec lui tout de suite. Bonjour Elian Potier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de Urgence Harcèlement. Beaucoup d'affaires de harcèlement ont fait la une malheureusement ces derniers temps, avec autant de propositions que de plans d'urgence. Est-ce que l'un d'entre eux, je parle de ces plans d'urgence, ces propositions, a retenu votre attention, vous a semblé particulièrement pertinent ? Alors je pense que ces derniers mois, on a été témoin de plusieurs plans d'action qui ont été mis à destination des établissements, notamment la formation auprès des jeunes, la formation auprès des enseignants. On avance sur cette problématique qui touche tout le monde, tous les établissements scolaires de France, que ce soit école tout simplement, collège, lycée. On ne parle pas cependant encore d'études supérieures, mais ça va être, je pense et j'espère, la transition bientôt. Sur le plan éducation nationale, je pense aussi à la publicité des fameux numéros 30-18 qui a été fusionné avec le 30-20 au mois de novembre. Donc on avance, il y a plein de choses qui me donnent espoir. Après sur le terrain c'est un peu plus compliqué, notamment la mise en place d'interventions. Bon, on voit que certains établissements ne sont pas à 100% formés ou ne sont pas encore à 100% investis dans cette lutte. Mais on commence de plus en plus à voir que les établissements s'emparent du sujet. Un point précis qui a retenu votre attention, c'est-à-dire que une mesure en particulier ? Une mesure, moi ce qui m'a marqué, c'est la mesure qui paraît totalement normale, mais au mois d'août dernier, l'année dernière, quand on a pris connaissance de la loi qui a été sortie pour spécifiquement virer les élèves harceleurs lorsqu'ils étaient reconnus harceleurs pour permettre à la victime de rester dans l'établissement. Ça paraît rien comme ça, mais étant donné que moi j'ai vécu du harcèlement il y a plusieurs années, il y a 6 ans en 3e prépa professionnelle, c'était à moi de partir. Et là je me suis dit, franchement, c'est bien parce que du coup on va pouvoir montrer et changer les rôles, montrer que la victime elle a totalement sa place dans l'école, qu'elle ne doit pas partir parce que c'est pas elle le problème. Et enfin on va pouvoir lui montrer d'une part ceci et lui dire que voilà, elle peut rester. En revanche, la personne qui est fautive, c'est celui qui va partir ou celle qui va partir, donc le harceleur, parce qu'il n'a pas sa place ici, parce qu'il met en danger une personne qui est victime de harcèlement. Parce que c'est ce sentiment d'injustice qui est intenable effectivement pour les personnes harcelées. Exactement, on part d'un établissement, on est victime de harcèlement et en plus on nous demande ou alors on nous fait comprendre qu'il va falloir partir dans tous les cas si on veut rester tranquille. Et donc depuis un an, d'un côté on se dit on aurait pu le faire avant. Mais d'un autre côté, on se dit, enfin c'est fait et enfin on va pouvoir aider les jeunes qui sont encore victimes de harcèlement. Donc mine de rien, on avance. La problématique, alors on avance certes, mais la problématique c'est de que faire aussi de ces enfants qui sont harceleurs. Parce que souvent, on le sait, et vous connaissez peut-être cette situation aussi, c'est que souvent, en fait, les enfants qui sont harceleurs ont été harcelés eux-mêmes. Et on sait en tout cas qu'un enfant ne naît pas, dans le sens de naître méchant, il le devient peut-être pour d'autres raisons aussi familiales, l'entourage ou sociétales. Donc comment on fait aussi quand on est l'établissement qui récupère, entre guillemets, cet enfant harceleur ? Alors, je dirais pas qu'automatiquement tous les élèves harceleurs ont été victimes de harcèlement, mais c'est vrai que des fois il y a certaines situations, comme vous avez dit, familiales, qui peuvent laisser penser que je sais pas, malheureusement un jeune a perdu ses parents ou un jeune a vécu une situation familiale assez compliquée, dure, et donc du coup il a un sentiment aussi d'injustice et il veut se venger dans la vie et à travers aussi dans l'établissement scolaire. Ce que j'ai à dire, c'est qu'évidemment, il faut les prendre en charge. Mais là, pour le coup, j'ai besoin de l'investissement aussi des parents. Et moi aussi, je me focalise aussi sur l'investissement des parents. Et c'est mes futurs projets dans quelques mois. C'est d'aller dans les entreprises à destination des salariés, à destination des agents de la fonction publique aussi, parce qu'ils sont aussi potentiellement parents. Et parce que aussi, avec leur investissement en tant que parents, on peut les aider à évoluer sur le sujet. Je pense que l'école ne peut pas tout résoudre, notamment en matière d'éducation. Pour vous donner un exemple, des fois, à la fin de journée, je fais des interventions à destination des parents, style café des parents. Sur 200 parents invités, on en a des fois qui viennent, ils sont 10 à tout casser. Ils ne se sentent pas concernés, les parents ? Sur 200, on en a 10 qui viennent. D'un côté, on a ceux qui ne se sentent pas concernés, parce qu'on a clairement qui ne se sentent pas concernés, honnêtement. Mais d'un autre côté, il y a aussi des problématiques d'agenda, tout ça, ils travaillent, les parents travaillent, et puis c'est normal. Mais
d'un autre côté, on se dit, sur 200 parents invités, on en a 10, c'est bizarre quand même. Et donc je me dis, il faut vraiment qu'on arrive à toucher les parents, justement en allant sur leur lieu de travail. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer, mais ça, pour ça, il faut l'investissement des entreprises, il faut l'investissement potentiellement aussi de la fonction publique, il faut l'investissement de tous. Et je pense que si on arrive sur ce point aussi à former les parents, signaux faibles, tout ça, repérer des situations de harcèlement auxquelles leur enfant pourrait en être confronté, mal au ventre, souvent absent à l'école, ou alors tout simplement se dire de ne surtout pas penser que son enfant ne serait jamais harceleur, parce qu'il y a certains parents qui se disent, moi mon enfant jamais pourrait être harceleur, donc pourquoi j'irais à cette conférence ou harceleur ou harcelé, parce que certains parents le disent encore, ils disent que aussi, ce sont aussi souvent des jeux de gamins, entre guillemets. Ça va dans les deux sens. Donc en fait, ils ne prennent pas en compte la notion de harcèlement et la gravité. Exactement. Il y a quelques années, on se disait encore, peut-être pas encore à mon époque, peut-être pas il y a 6 ans, mais il y a 10-15 ans, on se disait, et je discute même avec d'autres générations, ah mais ça c'est des trucs de gamins, enfin c'est des chamailleries. Non, parce que dès l'instant que c'est répété, qu'on est face à de la violence physique, verbale, psychologique, c'est pas des chamailleries, c'est du harcèlement. Et il faut le traiter, parce que sinon, sur l'aspect du coup psychologique, ça peut faire ça peut être désastreux pour un jeune. Le plus nombre d'affaires que l'on voit de violences effectivement entre jeunes, de violences de jeunes qui ont été effectivement harcelés, souvent via les réseaux sociaux, mais on va y venir effectivement par les moyens ou au sein de l'école. Le gouvernement propose effectivement des internats éducatifs. Est-ce que pour vous, c'est une solution aussi pour tous ces élèves qui sont soit décrocheurs du système, soit effectivement pris dans un étau peut-être de frustration ou en tout cas de violence? Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Après avoir voilà, les retours qu'on va avoir, je pense que c'est suffisamment, enfin c'est trop tôt pour avoir un avis là-dessus. Mais moi, je pense que pouvoir encadrer ces jeunes-là qui ont besoin d'aide dans tous les cas, c'est une bonne idée pour l'instant. Après, à voir en fonction des retours, je ne sais pas comment ça va se passer, mais à voir en fonction des retours. Là, pour l'instant, je n'ai pas d'idée arrêtée, mais je pense que de toute manière, c'est mieux que rester à la maison à rien faire, et c'est mieux que de rester dans la rue quand on a, je ne sais pas moi, 15-16 ans. Ils ne sont pas forcément tous dans la rue et pas forcément tous à rien faire, mais deux semaines, vous pensez dans un internat éducatif, ça pourrait permettre à des jeunes... Ils sont encadrés dans tous les cas. De revenir un peu sur... Après, je fais vraiment le distinguo entre les jeunes qui ont vraiment un autre parcours et qui ont un autre parcours différent que la normale et qui ils veulent faire quelque chose qui leur plaît et puis tant mieux. Mais ceux qui peuvent potentiellement poser des problèmes ou qui, dans tous les cas, les adultes jugent qu'ils devraient être accompagnés, je trouve que c'est la meilleure des décisions. Depuis votre venue ici sur ce plateau il y a quelque temps, j'aimerais votre avis sur le programme phare, parce qu'on a un peu plus de distance maintenant. Le programme phare qui a été mis en place dans les collèges, lycées et aussi écoles primaires, il me semble. Je voudrais votre perception. Est-ce que c'est un premier pas déjà efficace? Oui, c'est un premier pas efficace déjà pour permettre aux enseignants d'avoir une fiche, une fiche de conduite à destination des enfants pour intervenir dans la classe, parce que peut-être qu'un enseignant n'a pas forcément un programme qu'il pense automatiquement pour lutter contre le harcèlement. Donc déjà, avoir cette fiche et ce programme phare pour aider les enseignants, c'est déjà très bien. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus miser à 100% sur le programme phare. C'est-à-dire que quand je vais dans les établissements scolaires, déjà moi, je ne m'appuie pas forcément sur le programme phare. J'ai mon programme à moi. Parce que ça, c'est interne, c'est propre à l'éducation nationale, mais parce que j'ai aussi peut-être une autre manière, une autre approche avec les jeunes, de par aussi peut-être mon âge, de par les échanges et la manière de construire l'échange avec eux, et parce que je veux vraiment que ça soit un sujet libre à 100%, des échanges libres et constructifs. Mais ces échanges-là, ils le sont parce que justement, il a été établi ce programme phare par à la fois le ministère de l'Éducation nationale et par le Premier ministre, non? Oui, mais ça c'est une fiche de conduite plus à destination des enseignants en interne, quoi. Moi, je me base vraiment pas sur ça. Je me base... c'est du temps de parole aussi, la détection, les solutions, c'est du temps de parole aussi avec les intervenants extérieurs. Ça y ressemble, mais à l'intérieur, vous pouvez voir aussi les moyens de lutter contre le harcèlement en interne, c'est-à-dire pouvoir regrouper le harceleur et aussi potentiellement la victime, écouter les deux versions, faire diversion aussi, essayer de regarder en interne ce qui pourrait se passer dans la cour, tout ça. C'est un programme qui est assez grand et moi, je fais pas tout ça lors de mes interventions. Mais on va en parler, bien sûr, de chaque mesure proposée. J'aimerais déjà savoir si vous avez l'impression que la parole s'est libérée.
Alors moi je pense que la parole s'est libérée. Elle n'est pas libérée encore à 100%. Mais avec les actualités malheureusement auxquelles on a pu être confronté ces derniers mois, on en parle de plus en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'école, dans les établissements scolaires, on fait de plus en plus d'interventions. À la télé, on en parle aussi énormément. Donc je pense que c'est positif. Maintenant, et je suis désolé, dès l'instant qu'on est confronté à une situation de harcèlement dramatique comme on a encore pu les voir dernièrement, c'est qu'on n'est pas à la hauteur. Et c'est que, enfin quand je dis on n'est pas à la hauteur, c'est tous les acteurs de la lutte contre le harcèlement. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez et c'est que, bon bah voilà, il y a toujours des situations, donc c'est toujours pas normal. Il faut toujours trouver le petit truc qui va faire qu'il n'y aura plus de situation de harcèlement. Alors ce programme phare 2017-2023, plan renforcé aussi avec de nouveaux moyens d'action déployés, notamment un durcissement des sanctions. Est-ce que vous pensez qu'il faut passer par là pour que le harcèlement non seulement soit davantage considéré, pris en compte, mais qu'il y ait la notion aussi de délit qui rentre en jeu? Le durcissement des sanctions, pour qu'il y en ait, il faut déjà des sanctions. Et des fois, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de sanctions. Alors, sur certaines situations, des fois, on se rend compte, et c'est ce que moi j'ai pu être confronté sur le terrain, c'est que des fois, il y allait avoir le programme phare qui allait être mis en place parce qu'il y a eu un signalement. On va s'emparer de la victime qui va nous donner son témoignage. On va essayer de voir dans la cour ce qui se passe, tout ça, mais il ne va rien avoir. On va juste lui dire de lui demander d'arrêter. Donc, à certains moments, il n'y a pas de sanctions. Durcissement des sanctions, oui, si ça continue, si ça ne s'arrête pas, jusqu'à l'exclusion. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment être de plus en plus ferme avec ces situations de harcèlement, avec ces harceleurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on détruit des fois la vie même de certains jeunes. Se détruire la vie d'un jeune, c'est à vie, pratiquement. Mais souvent, ce sont des jeunes qui sont détruits aussi. Peut-être qu'il faudrait prendre le problème par la racine. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'occuper aussi de ces élèves qui ont une tendance à être harceleurs et pouvoir reprendre les choses à la base? Je suis d'accord avec vous, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faudrait beaucoup plus se préoccuper des harceleurs avant. C'est assez compliqué. Non, dans les deux cas. Dans les deux cas. Ne pas laisser à l'abandon aussi les autres enfants. Je suis d'accord. Moi, de mon côté, ce que je pense, c'est qu'il faut déjà priorité aux personnes qui sont victimes, leur accompagnement, parce que psychologiquement, c'est hyper dur. Deuxièmement, un suivi auprès des harceleurs. Bon, honnêtement, aujourd'hui, je pense pas que ça soit fait. On n'en parle pas forcément, le suivi des harceleurs, mais c'est forcément qu'il y a quelque chose. Mais ça nous ramène à une problématique aussi de l'éducation et aussi de l'éducation qu'ils devraient avoir auprès des familles. Pour moi, les parents, ils ont un rôle hyper important. Et là, je pense qu'on dépasse le cadre de l'éducation, c'est-à-dire que, de l'éducation nationale, de l'école. Il y a à certains moments, c'est de la responsabilité des parents. Les parents ont lâché l'affaire, selon vous. À vous écouter depuis tout à l'heure, ça fait 10 minutes qu'on échange tous les deux. J'ai l'impression que les parents ont complètement laissé à l'abandon leurs enfants. En tout cas, s'en occupent pas comme il le faudrait. Non. C'est ce que vous avez ressenti, vous? Est-ce que, par exemple, puisque vous parlez de votre expérience, malheureusement l'expérience dramatique que vous avez vécue d'enfants harcelés, est-ce que vos parents vous ont été un peu trop distants pour vivre ça? Je dirais pas ça parce que déjà, d'une part, je suis pas parent, donc je me permettrai jamais de dire que les parents ont laissé leur enfant à l'abandon, tout ça. En revanche, moi, ce que je constate, c'est que sur ce sujet, peut-être qu'on n'est pas suffisamment informé en tant que parent sur ce qui pourrait se passer, sur les signaux faibles, encore une fois, et sur des situations de harcèlement, sur la thématique du harcèlement. En tant que parent, on n'est pas suffisamment sensibilisé, je pense, à mon sens. Et à écouter aussi certains parents, je me dis qu'il y a vraiment une réelle demande. Parce que les parents sont inquiets, à voir à la télé certaines situations, tout ça. Moi, mes parents, dans ma situation, j'ai pas voulu leur en parler. C'est ma mère, c'est souvent le cas, au mois de mai. Exactement, c'est au mois de mai, c'est mes parents qui ont vu que j'étais pas bien et qui m'ont dit « Elian, il y a quelque chose à l'école, dis-moi ce qui se passe ». Totalement ça qui s'est passé et moi j'ai jamais voulu le dire à mes parents. C'est pour ça, et encore une fois, qu'il faut miser aussi sur de la prévention à destination des parents pour leur expliquer comment ça pourrait se passer, une personne qui est victime de harcèlement, un jeune qui est victime de harcèlement, et qu'il ne faut jamais être dans le déni, jamais se dire non mon fils jamais il sera harceleur ou non mon fils jamais il sera victime de harcèlement. Et c'est pas une problématique une problématique d'éducation. Enfin, on remet pas l'éducation des parents en cause si son enfant est harceleur. C'est pas du tout ça. C'est juste que les enfants sont pas du tout les mêmes et on a tous été à l'école, donc on sait tous qu'on n'est pas les mêmes quand on est à l'école que quand on était à la maison. Et c'est pour ça qu'il faut aussi accentuer la prévention, encore une fois, à destination des parents. Dans les mesures qui datent d'il y a quelques mois, stage de détection au risque pour les parents volontaires. Ça veut donc dire que
sensibiliser les parents, oui, mais si c'est que pour les parents volontaires, comment on fait? Est-ce que c'est pas assez? C'est ça le truc. D'un côté, je me dis obligé, ça paraît quand même être une mesure assez forte, qui pourrait peut-être potentiellement pas forcément être appréciée de tous. Et c'est aussi pour ça que je me bats à faire des interventions à destination des parents, aussi bien à la fin de journée, lors de mes interventions auprès des enfants, mais aussi dans les entreprises. Et là, j'essaye de communiquer avec un maximum d'entreprises. Là, j'ai échangé dernièrement avec le groupe Carrefour, qui est un groupe assez grand en termes de salariés, et donc auquel je pourrais toucher pas mal de parents. Donc, j'essaye de trouver des moyens, de mon côté, pour sensibiliser les parents, sans que ça soit obligatoire, parce que pour le coup, je doute qu'on arrive à une décision de rendre obligatoire ces fameuses interventions à destination des parents. On parle de mise en place d'élèves médiateurs dans les cas de harcèlement. Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner? Oui, tout à fait. Les élèves ambassadeurs de lutte contre le harcèlement à l'école, moi je pense que ça peut fonctionner. Dès l'instant que je me rends dans un établissement, je demande souvent qui est ambassadeur ou qui souhaiterait être ambassadeur. Si ce n'est pas encore le cas, il y a honnêtement, dans la plupart des établissements, plus de la moitié de la classe qui lève la main. Parce qu'ils sont investis, parce qu'ils connaissent le sujet, parce que quand on leur demande de trouver des moyens de lutter contre ce fléau, ils en trouvent pas mal. Je pense à... Typiquement, je vous donne un exemple, la fameuse boîte aux lettres, une fameuse boîte aux lettres posée dans la cour de récréation, dans un coin assez reculé. Mise en place par les papillons notamment? Alors, par cette association-là, ou même par l'initiative d'un chef d'établissement, oui. Ça marche beaucoup, ça marche énormément, parce que le jeune ne va pas vouloir parler, et donc il aura cette possibilité de mettre un petit mot dans la boîte aux lettres. Cela me permet de rebondir sur le questionnaire qui est soumis à tous les élèves dès le CE2. Est-ce qu'il fait sens dans la mesure où justement vous le dites, un enfant a peur de parler et a peur de représailles. Donc les études montrent qu'un enfant n'arrive pas forcément à faire la différence entre ce qui est normal ou pas, ce qui lui arrive ou pas. C'est vrai. Si finalement il le mérite, entre guillemets. C'est souvent ce que disent les enfants qui sont victimes de harcèlement. Un questionnaire donc soumis à tous les élèves de CE2, ça peut aider quand même ou pas? Moi je pense que ça peut aider. Il y en a beaucoup qui disent que c'est dommage qu'il n'y ait pas de nom, qu'il n'y ait pas de prénom, que ça soit anonyme. Le questionnaire il est anonyme. Moi, je suis pas d'accord parce que je me dis que dès l'instant qu'on regroupe les questionnaires, déjà on les a classés par classe, donc on sait quelle classe est concernée, et ça oblige entre guillemets aussi aux professeurs, aux chefs d'établissement de porter une attention particulière sur cette ambiance de classe en particulier et de creuser, chercher ce qui pourrait se passer. Le questionnaire, en fait, en gros, le principal à la fin a un nombre de points qu'il doit noter, qu'il doit prendre en compte, et à la fin, il y a un barème et on voit si cette situation-là est normale, si elle n'est pas normale et s'il faut intervenir. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi un enjeu hyper important sur ces questionnaires, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire pas forcément que de noter sur un tableau Excel le nom de fiches qui pourraient être alarmantes, un peu moins ou pas du tout. Parce que j'ai l'impression que c'est plus une source de statistiques pour l'instant qu'une source d'action. Mais je voudrais pas dire de... Voilà. J'ai l'impression. On verra plus tard. Ça pourrait être effectivement inquiétant. La formation des profs, vous en avez parlé, et du personnel éducatif dans son ensemble. Combien de temps prend-elle et est-ce qu'elle et sous quelle forme aussi se fait-elle? Et est-ce qu'elle est vraiment réellement faite? Parce que les enseignants, on le sait, n'ont pas forcément le temps et sont pris dans des conditions de travail assez pénibles. Oui. Ils le disent chaque jour. Est-ce que réellement ils ont le temps de faire cette formation? Alors honnêtement... Pas tous les enseignants. Je pense que tous les enseignants, et de ce que j'entends, n'ont pas forcément le temps d'être formés à cette problématique. Il y en a beaucoup qui le sont. Et si je ne me trompe pas, ils sont formés par les équipes du rectorat, de leur rectorat, ou alors des équipes ressources qui viennent dans l'établissement pour former un peu tout le monde. Des fois, on a même une enseignante qui est formée ou un enseignant qui est formé pour permettre aussi, après, à l'établissement en interne, de faire une propre formation. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus aussi. Donc si je vous écoute, le programme phare, il n'est pas encore complètement réalisé. En fait, mis en place. Les propositions qui sont mises en place sont top, honnêtement, elles sont top. Sur le terrain, il y a des établissements qui vont être à fond là-dessus, il y en a d'autres qui vont l'être un peu moins, et il y en a d'autres qui vont le commencer. Des fois, dans certains établissements, j'y vais et on me dit, justement, votre intervention s'inscrit dans le début du programme phare. On est au mois de mai. Les cours d'empathie, très populaires dans les pays du nord de l'Europe, et puis depuis longtemps, et qui arrivent effectivement ici en France. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors les cours d'empathie, oui, mais je pense plutôt au niveau maternel, début primaire. Je ne sais pas si les cours d'empathie au-delà fonctionneront à destination des collégiens et des lycéens. J'ai pas assez de recul là-dessus et j'ai pas forcément plus d'arguments à donner sur les cours d'empathie. Mais il faut tester de toute manière pour trouver la solution, donc c'est pas forcément c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, pour les écoles maternelles et pour les écoles primaires, je pense que ça pourrait fonctionner. Hors les murs de l'école, il y a un travail à faire, vous le dites, sur le harcèlement dans les transports. Expliquez-nous. En gros, l'année dernière, j'avais voulu interpeller la RATP parce que lorsque je me rends dans les établissements scolaires, j'entends souvent le chemin de l'école qui est repris comme source de situations de harcèlement ou comme tout simplement un moment où le jeune victime ressasse à chaque fois ce qui s'est passé dans la journée ou ce qui pourra se passer aujourd'hui. Et donc je me dis qu'il y a potentiellement quelque chose à faire là-dessus, c'est-à-dire via des annonces sonores, communiquer sur le fameux numéro 3018 via, je sais pas, une voix qui met en confiance, une voix de jeune, de jeune fille, de jeune garçon, voilà, où le jeune se dit je me reconnais dans cette situation, c'est pas normal, il faut que j'appelle. Alors il faut que j'appelle lors du chemin de l'école ou lors de mon retour, mais il faut que j'appelle, il faut que je dénonce, il faut que je trouve un moyen. Mine de rien, ça peut-être que ça paraît anodin, mais ça peut vraiment réellement aider des jeunes. Et donc j'avais contacté la RATP où j'ai eu quelques échanges ces derniers jours. Oui. Qui que vous disent-ils ? Qui m'ont fait comprendre que c'était assez compliqué, honnêtement, parce que ils étaient dans un souci de réduction des annonces sonores. Il y en a trop, à ce qui paraît, dans les transports, et que ça serait un peu compliqué de mettre ça en plus. Et au-delà des annonces aussi, ça veut dire du personnel aussi qui est là pour vérifier, pour faire attention aux comportements qui seraient nocifs. Alors là, on a le harcèlement dans les transports, qui est autre chose, mais ça, moi, je m'occupe pas du tout de ça. Moi, vraiment, je m'occupe de l'aspect communication, potentiellement dans les transports du 3018, du numéro pour lutter contre le harcèlement à l'école. Je me dis qu'il y a vraiment, réellement un investissement à mettre là-dessus. Et donc, ils m'ont dit que c'était pas possible, que c'était hyper compliqué, qu'il y avait trop d'annonces et que, en plus de ça, ils allaient mélanger le 3117 pour les situations de harcèlement dans les transports et le 3018 situation de harcèlement à l'école, que ça allait être bizarre et que ça allait pas être possible. En revanche, on m'a donné d'autres solutions avec la région Île-de-France que j'ai rencontré aussi et le directeur de la communication d'Île-de-France Mobilité. Oui. On a évoqué ils m'ont donné d'autres propositions, donc via des affiches. Honnêtement, je vous cache pas que je suis un tout petit peu déçu pour les annonces, parce que vraiment, moi, je pense que ça aurait pu vraiment fonctionner, les annonces, et que même au niveau de la communication, montrer qu'on est tous concernés, que ça soit les entreprises, que ça soit aussi les parents, parce que les parents aussi voyagent, qu'on est tous concernés et que c'est vraiment un sujet dont tout le monde doit s'en emparer, ça aurait été sympa. Mais c'est pas grave, on a d'autres solutions, telles que les affiches auxquelles on va travailler ensemble au mois de septembre, à la rentrée, toujours pour lutter contre le harcèlement dans les transports, vous savez, dans les RER, des fois, vous avez des écrans, dans les gares. Donc on va essayer de réfléchir à ça pour essayer de trouver d'autres moyens pour lutter contre le harcèlement. Ok, merci beaucoup Elian Potier d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous êtes le président de Urgence Harcèlement. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans,
Il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et voilà, qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Yannick Messager. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le Grand JT. En ce printemps 2024 sort Le secret de mon arrière-grand-mère, le 12e tome de la série de livres jeunesse Petit Frère. Un énorme carton, cette série, aux éditions Freddy Muth. Énorme carton, je le dis parce que 50 000 exemplaires vendus à travers le monde. Yannick Messager, c'est quand même énormissime pour vous d'être auteur d'une série qui marche si bien. Vous vous y attendiez ? Non, je m'y attendais pas du tout. Surtout qu'à l'origine, ça a été fait... moi, je faisais de la BD pour les 7-11 ans. Et puis, il y avait souvent un petit frère qui venait avec son grand frère. Alors, le grand frère repartait avec une BD. Et les petits, les moins de 7 ans, enfin les 6 ans, de 0 à 6 ans, avaient rien. Alors, j'ai dit, je vais compléter la série. Et ainsi est né Petit Frère, le dernier de la fratrie Muth, puisqu'ils sont 3. Hein. Donc, il y a le grand frère qui s'appelle Freddy Muth Junior, petite sœur et petit frère. Alors évidemment, on parle des petits frères, petites sœurs et autres. Le dernier, je le disais, hein, le 12e tome de la série, c'est Le secret de mon arrière-grand-mère. Il s'agit en fait de parler de transmission et de liens intergénérationnels dans cette série. Oui, c'est exactement ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est la naissance de cet album. Bon, je faisais toujours des livres sur les grands-parents et les grands-mères, les papis. Et un jour, il y a 3 ans, j'étais en festival en dédicace à Pornichet. Et il y a une arrière-grand-mère qui vient me voir en me disant « Mais vous faites jamais rien sur les arrière-grand-mères ». Alors, j'ai dit je vais peut-être réfléchir, ça peut être une idée, une piste. Et puis, l'année dernière, elle est revenue me voir en me disant « Alors, il en est où, ce livre ?» Et là, j'étais bien gêné. Bon, j'avais eu quand même une vague idée du scénario, mais j'avais pas travaillé. Et là, j'ai dit « Si je retourne là-bas et si j'ai pas mon album, je vais me faire trucider. » Donc, automatiquement, j'ai écrit l'histoire. Et puis, ce qui s'est passé aussi parallèlement à ça, ma mère a déménagé, c'est-à-dire qu'elle a gagné une maison pour personnes âgées. Et en déménageant, on a trié les vieilles photos de la famille et j'ai retrouvé donc des photos de mon arrière-grand-mère, de ma mémé à moi. Et ça m'a rappelé énormément de souvenirs parce que je l'adorais, cette dame. Elle est décédée, j'avais 11 ans et je crois que c'était un grand moment très très triste de ma vie. On a vécu des choses formidables ensemble. Elle m'a appris des tas de choses et j'avais une relation fusionnelle avec elle. Voilà, une façon de lui rendre hommage, effectivement, à travers ce 12e tome. Vous le dites, elle vous a appris plein de choses. C'est aussi ça, le lien avec les grands-parents, les arrière-grands-parents. C'est à la fois l'histoire, avec un grand H, c'est aussi les ateliers, les activités familiales, les passions, finalement, que l'on transmet. Voilà les passions. Elle, c'était une cuisinière hors pair. Elle se levait à 5 heures du matin pour préparer le repas familial du dimanche. On était une vingtaine, 20-25 personnes à chaque fois. Elle se levait, elle allait chercher des champignons, elle tuait les lapins, enfin la vieille école. Et puis, c'était une ancienne petite main. Elle était partie à Paris. Alors elle était lozérienne, donc elle était montée à la capitale, à Paris, et elle était petite main dans les grandes maisons de couture, et elle m'avait un petit peu expliqué les coutures, la couture. Et ça m'a toujours donné une passion au niveau de la couture. Et c'est une chose, après, en vieillissant, quand je suis arrivé au niveau du bac, je me suis posé la question si je ne faisais pas une école d'art à ce niveau-là.
Qu'est-ce qui vous en a dissuadé, pardon? Qu'est-ce qui m'en a dissuadé? C'est-à-dire qu'après, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai commencé à dessiner. Et disons qu'après, j'ai eu un diplôme de la fondation de Paul Ricard pour les dessins à la plume. Et donc, je suis parti plus sur une activité de dessin qui m'a automatiquement amené à la BD derrière et tout. L'informatique naissant, et après, j'ai démarré sur informatique. Je suis un des premiers, d'ailleurs, en France à avoir fait de la BD sur informatique. Et cette histoire-là m'a un peu détourné du chemin au niveau de la couture. Vous parlez du dessin, justement, la pureté des dessins qui sont proposés dans cette collection Le secret de mon arrière-grand-mère, donc la collection Petit Frère. C'est vrai que ce sont des dessins assez simples, assez purs. Est-ce que c'est le monde tel qu'il est perçu par les enfants ? C'est exactement comme ça que les enfants le perçoivent. Un dessin très très simple, mais c'est un choix aussi de ma part au niveau de la créativité. Ayant déjà une grosse expérience au niveau de la BD, de la création, je me suis aperçu que les enfants, notamment les petits garçons, étaient très sensibles justement aux traits assez fins et à un abord assez facile. Au niveau de la créativité, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la relecture. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est très simple, mais si on feuillette le livre, il y a toujours plein de petits détails sur l'image, ce qui permet aux enfants, après, lors d'une relecture, de redécouvrir des petits détails de l'histoire. Alors oui, c'est vrai, j'ai remarqué, notamment avec mes enfants, que ça marche toujours assez bien, les petits détails. C'est ce qui fait cela retient leur attention. Et pour l'apprentissage de la lecture, on imagine que c'est primordial. C'est aussi ça que l'on retrouve justement dans cette collection Petit Frère. Comment vous faites pour mêler apprentissage et amusement ? C'est-à-dire, après, moi, je fais la trame, je fais l'histoire, et après, j'ai des amis enseignants, et on regarde ça ensemble. C'est-à-dire que l'objectif qui est fixé, un cahier des charges, entre guillemets, c'est que les enfants de 6 ans arrivent à le lire au niveau du CP à Noël. L'objectif, c'est là. Donc, on fait du travail très simple. Et puis, il y a un petit travail de calligraphie aussi. C'est-à-dire que je change la police. Je mets une police beaucoup plus grosse pour les mots importants et je la mets en italique, ce qui permet aux enfants de comprendre de suite les mots qui sont importants dans la phrase. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est ma dernière question, enfin en tout cas ma dernière réaction par rapport à cette collection Petit Frère, c'est aussi la maîtrise du second degré. On ressent beaucoup de second degré, en tout cas moi je sais pas, je l'ai ressenti comme ça au travers des dessins. Donc il y a une double perception à la fois du petit lecteur et probablement du grand lecteur qui est à côté. C'est-à-dire que pour ceux qui savent pas lire, c'est automatiquement les parents ou les grands-parents ou les arrière-grands-parents maintenant qui lisent l'histoire. Donc automatiquement, ils aiment bien l'humour, mais les petits aiment bien l'humour aussi. Et puis, ce que je voulais dire en conclusion, là j'étais à Montaigu au Printemps du Livre, là dernièrement, je vois un petit peu les gens, la queue énorme de ce qui se passe en feel good au niveau littérature. Eh bien, je dirais que Petit Frère, c'est un peu le feel good pour les petits-enfants. Meilleure conclusion que je ne pouvais espérer. Merci beaucoup Yannick Messager d'avoir été avec nous, auteur de Petit Frère et donc le 12e tome de la série de livres jeunesse Petit Frère qui vient de sortir, Le secret de mon arrière-grand-mère aux éditions Freddy Muth. Merci beaucoup Yannick. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. On va retrouver tout de suite Guillaume Buan pour sa chronique. En vacances ou en week-end, il est temps de vous partager nos bons plans sortis et commençons par une idée peu commune qui se passe à Paris. Oui, on n'a pas l'habitude d'en parler, mais on va parler d'arts martiaux, tout simplement. 37e édition de ce festival qui se déroule à Paris, qui a été créé en 1985, dont l'objectif étant de réunir les grands maîtres de tous les arts martiaux du monde pour vous offrir un spectacle haut en couleur et en acrobatie. Bande annonce.
Alors depuis sa création, plus de 9000 démonstrateurs qui ont effectué plus de 900 performances devant 15 000 spectateurs. Au programme donc de cette découverte familiale des arts martiaux anciens, traditionnels, modernes, des sportifs internationaux de dizaines de disciplines, les sumo, le sambo, l'aïkido pour vous donner quelques exemples, ou encore le taekwondo. Alors habituellement, cet événement se tient à Bercy, mais cette année, direction la Adidas Arena qui va accueillir les épreuves de Jeux Olympiques comme le badminton ou encore la gymnastique rythmique. Il reste des places, j'ai vérifié, comptez 25 € pour les enfants, jusqu'à 69 € pour les adultes en fonction de votre placement. C'est donc demain, plus d'infos sur le site internet lefestivaldesartsmartiaux.com. Bien plus que des acrobaties donc. Oui, on est d'accord. Restons en Ile-de-France, cette fois Levallois-Perret. Venez fêter comme il se doit le printemps, c'est au parc de la Jatte. Oui, les lieux abritent depuis de nombreuses années plusieurs installations pédagogiques comme un jardin justement, un hôtel à petites bêtes, un rucher pour les abeilles, encore des refuges d'oiseaux ainsi qu'un aquarium. Au programme, une exposition photo sur les oiseaux du parc, une visite guidée également du jardin avec une activité de plantation du potager. Pas de réservation, il suffit de s'y présenter. Une visite guidée là aussi pour découvrir les ruches avec un happy animateur et de la dégustation. Là, il faut réserver en amont. Et puis une autre activité, celle d'un campement, initiation au tir à l'arc ou encore au lancer de couteau avec un animateur spécialisé. Et puis vous allez, c'est à la mode là aussi, enfiler et enlever surtout vos chaussures et vos chaussettes pour parcourir un chemin composé de matières végétales, le bois, l'écorce, l'herbe ou encore la paille. C'est pour bien ressentir ces différentes natures. Profitez aussi d'une visite de l'aquarium, d'une initiation à la pêche. C'est organisé près des quais qui ont été aménagés pour l'occasion. Là aussi, pas besoin de réservation. C'est sous forme de dons également. La participation, excepté pour la pêche ou la visite en bateau, il faut payer. Mais c'est très peu cher, entre 5 et 10 €. À 91 jours des Jeux Olympiques, forcément, vous nous emmenez à Marseille où la ville est en fête. Effectivement, avec l'arrivée, on rappelle, le 8 mai prochain de la flamme olympique, qui d'ailleurs est partie. Elle partira d'ailleurs demain. Venez célébrer son départ à cette occasion. Elle part du port du Pirée en Grèce pour rejoindre donc Marseille. Un grand concert gratuit donné ce soir, il est bon de le rappeler. Demain surtout, c'est une belle après-midi qui vous est proposée par la mairie à l'esplanade du J4 à 2 pas du Mucem. Vous allez visiter le village sportif, défiez-vous également à l'espace e-sport, profitez de différentes animations culturelles qui vous sont proposées par le centre Pompidou. C'est également l'occasion de faire quelques petits achats avec la présence de la fabrique de Provence qui va vous proposer des objets recyclés. Et pour les plus gourmands d'entre vous, sachez qu'il y aura un food truck sucré, animation musicale, présence de DJ et le soleil du sud pour vous accompagner, c'est sûr. On reste dans le thème des JO, cette fois-ci avec Villeneuve d'Ascq. Dimanche, place à une journée découverte. Oui, c'est au musée de plein air des espaces naturels de la métropole européenne de Lille. À partir de 10h jusqu'à 19h justement, vos enfants ont rendez-vous dans un village typique du 19e siècle pour faire le plein de jeux et d'ateliers ludiques. En équipe ou en individuel, vous allez tout simplement tester de nombreux jeux comme la course de ski sur herbe, je sais que ça va vous tenter, des rouleaux compresseurs également, de 10h à midi, de 14h à 18h, petits et grands sont invités à assister à des démonstrations là encore de tir à l'arc. Et puis l'après-midi, vous pourrez faire des activités de décoration avec une visite là aussi des animaux de la ferme entre 11h et 18h, avec une visite qui sera guidée par les villageois du coin. Là aussi les tarifs, enfants 3 € pour les adultes, vous en comptez 5 €. Merci beaucoup Guillaume, merci. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invité est le musicien et humoriste Redouane Arjan. On va s'intéresser à la dernière partie, celle qui est vraiment consacrée à l'école. Quel regard tu portes, toi, aujourd'hui, sur l'école française? Même si ça fait longtemps que tu l'as quittée. Ouais, les bancs de la République, l'école française. Moi, encore une fois, j'ai fait mes études à Metz, en Moselle. Donc déjà, c'est pas le même... Oui, c'est pas le même statut. Enfin, Moselle, Alsace, on n'est pas... Nous, on a 2 jours fériés en plus, on paye nos prêtres et on n'est pas assujetti au même régime social. Ouais. Donc, moi, j'ai eu le catéchisme, par exemple. Nous, on a des cours... À l'école publique? Ah oui, tout à fait. Les cours de catéchisme sont obligatoires? En tout cas, moi, je les ai eus et de bon cœur. Et c'est comme ça. C'est la région qui fait ça. Donc... Alors, pour revenir à la question, quel regard tu portes sur l'école française?
Moi, je fais un regard plutôt positif. Même si je sais que c'est... pardonnez-moi l'expression, je sais que c'est la merde. Je sais que c'est chaud. Non, mais je sais que c'est chaud. Je sais que c'est de plus en plus... Il y a une violence. Il y a une gangrène. Il y a une violence qui gangrène. On manque de temps, on manque de moyens. Voilà, on parlait de sur... les classes sont surpeuplées. Enfin, il y a trop d'élèves pour pas assez de profs. Il y a des profs qui pètent des plombs. Il y a des profs qui savent rien. Il y a des profs qui sont pas assez formés. Il y a des profs qui n'ont aucune volonté. Il y a des élèves qui n'ont aucune volonté. Il y a des élèves qui sont persuadés de tout savoir, mais qui ne savent rien. Il y a des élèves qui sont malheureusement pas protégés par leurs propres parents, pas éduqués correctement. Donc il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui vont pas, plein de choses qui ne vont pas. On peut mettre le doigt sur plein de trucs qui vont pas. Mais en même temps, on peut mettre quand même le doigt sur le fait qu'il y a des choses qui vont bien. Donc quoi, par exemple? Je trouve que déjà, au-delà du fait au-delà de la gratuité, c'est une histoire riche qu'on a à apprendre. Alors, ouais, les axes sont parfois un peu chelous, c'est des axes chelous, mais on a une richesse. L'école, pour moi, elle est multiple, hein, c'est pas que les enseignements généraux. Hein. Tu peux très bien aller, on peut très bien parler d'ingénierie, comme on peut très bien parler d'animation. On a des têtes pensantes dans plein de choses, quand même. En hôtellerie, en lutherie. En lutherie, on a des choses magnifiques dans les Vosges. Je pense à Mirecourt. En restauration, on a des choses folles. En digital, en technique, on a des trucs fous. On a du sport. On a du sport. Je pense qu'on peut faire mieux. Mais voilà, la France, c'est quand même un pays où il y a tout. Tu as à la fois accès au surf, à l'océan Atlantique, tu as accès à la mer Méditerranée, tu as les montagnes, tu peux faire du ski, tu peux faire de la rando. Oui, du fait du coup de la géographie et du patrimoine français. La géographie, le patrimoine, donc fait que tu peux aller partout. Et ça, les cerveaux, quand t'entends ça, moi, quand j'étais jeune, je voulais qu'une chose, c'était partir loin, partir bouffer le monde, aller loin, loin, loin. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a tout ici. Enfin, en tout cas, il y a mon tout à moi ici, quoi. L'école de demain, tu la vois comment? L'école de demain, je la vois assez complexe. Hein. Aux États-Unis, par exemple, là, il y a une journaliste du New York Times qui a monté une ancienne journaliste du New York Times qui a monté une espèce d'université anti-wokiste, qui a financé ça avec, je sais plus qui, une espèce de milliardaire, une école à 150 millions, 200 millions de dollars. Parce qu'ils se sont rendus compte aux États-Unis qu'il n'y avait que deux types de cours. L'histoire afro-américaine et... Ouais, en gros, c'est ça. C'est un peu des anti-wokistes, donc un peu peut-être, je sais pas, réac. Donc ils disent, il n'y a que soit afro-américain ou soit comment devenir transgenre. En gros, c'est ce que cette journaliste dit. Et elle dit donc, mais c'est pas normal qu'on n'étudie pas autre chose que ces deux prismes, qu'on voit que les études à travers ces prismes-là. On a une musique folk, on a une littérature américaine, on a une peinture américaine, on a, tu vois, ce qu'elle préconise. C'est quelque chose de très traditionnel qu'elle veut alors. C'est l'histoire. En tout cas, elle veut parler de l'histoire. Oui, peut-être un point. Et toi, tu valides l'école de demain comme ça? Moi, je valide l'école de... Mais moi, l'école de demain, elle peut pas se faire... L'école de demain, elle peut pas se faire si on met de côté des gens d'aujourd'hui. Enfin, les gens... On peut pas dire d'un coup que ceux d'aujourd'hui sont obsolètes et passer au futur. Je veux dire, aujourd'hui, on a des personnes âgées qui savent pas... communiquer, enfin tout est digitalisé, on parle des ordinateurs, il y a des personnes âgées qui ne sont pas formées pour pouvoir appeler Ah oui, donc tu penses qu'il faut toujours garder un lien avec entre guillemets le passé pour pouvoir je pense, ouais, que personne ne soit exclu. Exactement, je pense que c'est ça l'école de demain. L'école de demain, elle doit être capable de pouvoir faire le lien entre tout à fait, la grosse technologie et ceux qui sont moins adaptés. C'est ça. Bah merci Redouane. Je vous en prie Malika. C'est déjà la fin de l'émission. Oui, ouais. c'est arrivé. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Bah ouais, ça a été furtif, mais c'était cool. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap.
Alors on l'aura compris quand vous dites que la compétition c'est pas génial, les notes c'est pas génial non plus. Alors il faudrait carrément en finir avec les notes. Tout à fait. En fait, c'est-à-dire qu'on est en France très attaché au système de notation. Or, le système de notation, si on se donne comme objectif le progrès de tous les élèves et non pas le classement des élèves, c'est un système qui est assez pauvre. Une note nous en apprend assez peu. On va prendre un exemple simple. 2 copies qui ont 9 en maths peuvent renvoyer à un niveau de maîtrise des compétences très différent. Je peux avoir fait une erreur de calcul, je peux avoir fait une erreur de raisonnement. Exactement. Voilà, donc je peux très bien faire des erreurs d'inattention systématiques ou au contraire ne pas maîtriser fondamentalement le savoir. Or, la note reflétée est la même. En revanche, elle permet de trier et ça fait, dites-vous, de l'échec scolaire un effet structurel du système. On crée des mauvais. Tout à fait. Il y a des choses qui ont été beaucoup étudiées en sociologie, etc. Par exemple, on appelle ça la constante macabre. Ah oui, la constante macabre, ça c'est en Tibi, oui. Qui montre que quel que soit le niveau initial des élèves, on se retrouve toujours à la fin de l'année avec un groupe de faibles, un groupe de moyens, un groupe de forts. Une courbe de Gauss d'ailleurs, avec quelques très mauvais, quelques très très bons, et puis ensuite ça se répartit. On évalue toujours, ceci étant, dans l'école de vos rêves, mais on le fait autrement. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, entre guillemets. Il faut évidemment évaluer. Et évidemment que du point de vue des apprentissages, il y a des élèves qui réussissent plus ou moins bien, il y a bien une norme des savoirs à acquérir, et l'évaluation est nécessaire, mais cette évaluation doit être au service du progrès de chaque élève, et non pas au service du classement des élèves entre eux. Women Safe, réseau d'associations françaises reconnues d'intérêt général, œuvrant aussi dans la prise en charge et l'accompagnement pluridisciplinaire. Donc c'est de l'accompagnement médical, psychologique, social ou encore juridique des femmes et des mineurs, c'est important, victimes de violences. C'est gratuit aussi, un réseau que vous avez monté il y a 10 ans maintenant, en 2014, qui était précurseur parce qu'à l'époque, un tel réseau n'existait absolument pas en France. Alors, ce n'est pas un réseau, c'est une manière de prendre en charge les victimes. Je pense que les constats que nous faisions, c'était des traitements, en fait, des formes de violence. Donc, on était dans des associations qui traitaient du viol, de l'inceste, etc. Mais c'était une vision, et effectivement, forme de violence, point de départ. La deuxième, on a fait un constat, c'est l'absence, en fait, de la prise en charge par la santé des victimes. La santé, c'est quoi? C'est pas nécessairement une femme qui va aux urgences, c'est une femme qui peut être vue par un médecin généraliste, qui peut être détectée dans les situations de violence. Et puis, il y avait effectivement ce principe de travail en tuyau d'orgue, puisque chaque professionnel qui aujourd'hui œuvre, heureusement aujourd'hui, autour des femmes, travaillait plutôt en silo. Ouais. Donc, c'était un traitement par le tuyau juridique, le tuyau social, etc. Et les gens ne se parlaient pas. Donc, l'idée, c'était effectivement, il y a 10 ans, parce qu'on était précurseur, de réunir tout ce petit monde dans un même lieu et puis de faire quelque chose qui paraissait assez incroyable à l'époque, c'est de mettre en place le secret partagé. Pourquoi? Parce qu'un secret, surtout quand c'est conditionné en fait par une prise en charge d'une femme, d'un humain, on va dire, il est absolument indispensable que les gens puissent se parler. Un médecin avec un avocat, une assistante sociale avec une infirmière ou un médecin, etc. Et c'était notre enjeu à l'époque. C'était de dire, ne faisons pas subir à cette femme un parcours, le parcours du combattant. C'était en plus de ce qu'elle vit déjà. Exactement. Gilles, vous travaillez encore sur votre paternité, la façon dont vous vous interagissez avec vos filles? Je suis obligé parce qu'elles évoluent et qu'on ne peut pas... c'est cette exigence de transformation dont je vous parlais, où on est obligé finalement d'évoluer nous aussi en fonction de leur stade de développement pour apporter la réponse appropriée justement au nouveau stade dans lequel elles sont maintenant. Donc là, moi c'est préadolescence et adolescence, donc je suis obligé... Ça devient technique. Ça devient plus technique, tout à fait. Pour obtenir cette école, cette éducation qui me mène vers la liberté, l'autonomie, ça engage aussi quand même la question des critères de recrutement des enseignants et toute l'articulation entre les savoirs disciplinaires et la formation pédagogique. Alors, tout à fait. Ça, c'est une vaste question qui est redoublée par l'actualité récente de la crise des recrutements. Effectivement, de ce point de vue-là, il me semble, alors là, c'est pas forcément un point que j'aborde fondamentalement dans le livre. Il y a plusieurs entrées. La première, c'est que la crise des recrutements, c'est un pur effet sociologique qui est lié, on va dire, à l'élévation
du niveau on va dire, de la structure des emplois. C'est-à-dire qu'avant, quand on était enseignant ou enseignante, on faisait automatiquement partie des plus diplômés, de l'élite, etc. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Et comme c'est moins le cas aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont un master, etc. Ce que ça veut dire, c'est que le niveau de rémunération est proportionnellement moins attractif. Donc il y a un effet, de fuite qui s'explique là-dessus et qu'on ne pourra pas changer, comme ça a été proposé par le ministre, en abaissant le concours à Bac+3 ou ce genre de choses. Ça suppose en fait de redéfinir fondamentalement le métier d'enseignant, à la fois dans ses conditions d'exercice, dans son niveau de rémunération, mais c'est pas forcément l'élément qui me semble le plus décisif, mais aussi dans la formation continue et le travail en équipe. Pour agir le plus en amont des violences aussi, vous venez de créer votre organisme de formation, ça s'appelle l'Académie Women Safe and Children. Vos équipes, c'est-à-dire qu'elles interviennent aussi, vous l'avez dit, dans les écoles, aussi dans les entreprises et dans les commissariats, par exemple, pour former justement à repérer ces violences? Oui, absolument. Pourquoi on a créé l'Académie? C'est simplement parce qu'aujourd'hui, on veut être dans la prévention. D'ailleurs, c'est un peu le mot d'ordre de ce que vous faites, de ce que nous faisons. Attendre que les femmes arrivent parce qu'elles sont victimes, on préférait effectivement être dans la prévention et mobiliser le plus de monde possible. L'Académie, elle a une vocation, c'est d'aller vers tout le monde, pas que le professionnel, parce qu'on parle souvent de la formation des professionnels, des professionnels du social, de la santé, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de former effectivement pour mieux travailler avec les autres, donc notre réseau, mais c'est aussi à embarquer le plus de monde possible. Le plus de monde, c'est tout un chacun. Un enfant, un adulte, un jeune adolescent, pour pouvoir aujourd'hui agir en prévention, c'est-à-dire repérer ce qu'est une violence, agir et orienter pour ne pas être dans l'aveuglement que l'on met en place, parce qu'en fait c'est toujours tabou, la violence est tabou, et on a l'impression que le fait de devoir agir nous met dans on va dire une mobilisation personnelle, alors qu'en fait elle est collective. Une violence subie dont on est témoin, il faut savoir agir et puis ne pas laisser la personne, la victime, s'isoler, parce que c'est ça le principe de la victime, c'est elle rentre dans le silence quand on lui a pas tendu la main. Et donc l'idée c'est ça, c'est de faire de cette académie en fait un rayonnement qui va toucher tout le monde. Tu as, toi, quel écho, quel retour de terrain suite à l'apparition de ces 3 tomes de Papayo? Est-ce que le résultat même a dépassé tes espérances? Oui, déjà, bien sûr, j'ai reçu pas mal de messages sur les réseaux sociaux où des parents et des enfants m'ont remercié, parce que l'idée c'était aussi de pouvoir réinstaurer en fait un climat de confiance entre les parents et les enfants une fois avoir lu ces livres. Donc pour la petite précision, c'est à partir de 6 ans, donc de la lecture accompagnée, et justement après ça, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent discuter. Alors, est-ce que tu as déjà vécu quelque chose de similaire à l'école? C'est la fin de cette édition. Guillaume, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Comme toujours, c'est un bonheur absolu. Vous le savez. Partagez, vous le savez. Non, oh là là, que de compliments nous faisons. Voilà. À la réalisation, nous remercions Elisa Bernardo qui est avec nous aujourd'hui. C'est sympa parce qu'elle n'est pas souvent là, donc un grand merci. Au son, Thibaut Gros-Lafont également, merci beaucoup. Maquillage, Laure Redemont, pareil. Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Un énorme merci à tous. Une très belle soirée, un très bon week-end et à lundi.